Eh bien, bonjour et bienvenue sur Cap sur la Bourse, l'émission boursière du Figaro. On est parti pour 24 minutes de direct, 24 minutes pour commenter l'actualité boursière, pour répondre à vos questions. On espère qu'il y en aura beaucoup. Et puis également pour vous donner de bonnes idées pour améliorer la performance de vos placements financiers. Alors aujourd'hui, eh bien, nous recevons Romain Baucher. Romain Baucher, bonjour. Bonjour Roland. Alors vous êtes le responsable des gestions actions chez Amundi. On est ravis de vous recevoir parce qu'Amundi, c'est tout simplement la plus importante société de gestion en Europe, à peu près plus de 1000 milliards aujourd'hui d'actifs sous gestion. Vous êtes évidemment présent sur tous les continents, sur tous les grands marchés. Et notamment, j'ai remarqué que vous êtes très présent en Asie. Vous avez décidé de fortement vous développer en Asie. Est-ce que c'est important aujourd'hui d'être présent en Asie quand on est un grand acteur sur les marchés financiers ? Aujourd'hui, lorsque vous êtes un grand acteur, vous vous devez d'être présent globalement. Et lorsque l'on pense à la planète, tant d'un point de vue très terre-à-terre, démographique ou financier, l'Asie est l'endroit que vous ne pouvez pas contourner. D'un point de vue démographique, inutile de rappeler que ce sont les deux pays à plus d'1 milliard d'habitants, l'Inde et la Chine. Et d'un point de vue financier, ces deux pays également représentent plus de la moitié, voire plus des 2/3 des capitaux investis en Asie. Et Wall Street reste quand même le premier marché mondial en termes d'activité et de volume traité. Oui, Wall Street n'est pas encore détrôné, mais l'avenir quand même s'écrit indéniablement en Asie. Ok, on commence par l'actualité boursière. Alors l'actualité cette semaine, Romain, eh bien, c'est le retour des introductions en bourse. Depuis le début de l'année à Paris, on a une quinzaine d'introductions en bourse, une quinzaine de dossiers. On parle de plus en plus de privatisation. Peut-être qu'on aura des dossiers importants qui vont arriver. On se souvient qu'il y a pas mal d'années de ça, les privatisations avaient fortement développé l'actionnariat individuel. Et on a notamment un dossier cette semaine qui arrive en bourse, c'est Pirelli, le fabricant de pneus qui s'introduit à la bourse de Milan. Alors, est-ce qu'il y a aujourd'hui un contexte particulier pour justifier ce retour des introductions en bourse ? Alors, j'apprécie particulièrement le mot de retour utilisé, car dans le cas européen, effectivement, ce contexte favorable, des marchés qui progressent, une volatilité qui est contenue, donc une envie de retrouver de l'appétit pour l'investissement en actions, notamment via les introductions en bourse, a fait revenir, donc c'est vraiment un retour en bourse de dossiers comme Pirelli. Un des plus gros dossiers avec Pirelli cette année a été la banque irlandaise Allied Irish Bank, donc là aussi on voyait des retours en bourse. Un peu, j'ai envie de dire, par opposition. Ce n'est pas pour critiquer l'Europe vis-à-vis des États-Unis, mais quand vous voyez que le gros dossier américain, c'était Snapchat, on est vraiment dans les startups. En Europe, c'est vrai qu'on est plutôt en train de parler de retour en grâce de dossiers qui ont été soit retirés de la cote, soit qui ont connu des heures plus douloureuses pour certaines banques, mais qui aujourd'hui sont remis sur les rails et qui méritent toute notre attention. Ce sont des belles sociétés qui pèsent plusieurs milliards, qui lèvent aussi souvent des sommes proches du milliard à l'occasion de ces introductions en bourse. Donc on est vraiment sur des opérations, vous aviez raison de le rappeler, de belle taille, de sociétés bien établies et qui méritent l'attention. Alors, on a pas mal de questions sur ce sujet d'introduction en bourse. Est-ce que c'est risqué ? Est-ce que c'est pas risqué ? Entre les grandes et les petites, est-ce qu'il faut y aller, ne pas y aller ? Vous soulevez les bonnes questions. Justement, et j'ai donné un peu des éléments de réponse en disant qu'en Europe, c'est un peu le retour de sociétés, ce qui sous-entend des sociétés assez anciennes. Le risque, souvent, est proportionnel à la visibilité que vous avez sur l'historique de la société. Là, nous parlons de sociétés qui ont un très bel historique et donc sur lesquelles nous pouvons avoir une connaissance de l'activité, le pneu pour Pirelli, la banque pour Allied Irish Bank, sont des métiers ancestraux, donc sur lesquels, et des entreprises qui elles-mêmes sont souvent quasi centenaires. Donc vraiment, une capacité de maîtrise du risque. Bien sûr, il y a du risque. Nous sommes sur un investissement en action, mais qui n'a pas vocation à être toute chose égale par ailleurs, plus important que sur une société qui a ou qui a déjà été cotée pendant plusieurs années avant. Donc de ce point de vue-là, ce n'est pas vraiment le facteur différenciant. La taille peut jouer un rôle aussi parce qu'elle va influencer sur la liquidité des dossiers, sur la capacité à acheter ou à vendre de ces titres sans difficulté au moment de l'introduction et aussi après. Et là aussi, nous sommes sur des dossiers de très belle taille, donc qui ne poseront pas normalement de vrais problèmes de liquidité pour la plus grande partie des investisseurs. Donc des dossiers qui méritent d'être regardés pour ce qu'ils sont, des dossiers industriels avec leurs forces et leurs faiblesses. Pour nous, Pirelli, sa faiblesse, ce n'est pas sa taille, ce n'est pas son historique, c'est une gouvernance qui parfois a été un peu chahutée. D'accord, parce que effectivement, c'est une société qu'on connaît. Je crois que les marges sont assez bonnes, meilleures que Michelin d'ailleurs, je crois, et plutôt un positionnement sur des pneus haut de gamme. Ça, c'est plutôt rassurant pour un investisseur.
La société en tant que telle est une société de qualité, plutôt rassurante. La façon dont elle a été gérée, de façon un petit peu, il faut le reconnaître, parfois surprenante et pas toujours très claire ces dernières années, constituait un des freins lorsque l'on regardait, qui justifie parfois une petite décote et qui justifie que même une très belle société puisse mériter une petite décote, parce que pour nous, il n'y a pas que le financier, il y a aussi l'extra-financier qui doit être regardé, et notamment une bonne gouvernance pour nous est un critère important avant d'investir. Et la présence de Chinois dans le capital, c'est même eux qui mettent des titres sur le marché, c'est important, ça peut aider Pirelli à se développer en Chine, en Asie? Nous n'avons pas de jugement a priori sur la nationalité d'un investisseur. La vraie question, c'est comment se comporte-t-il? Parmi les interrogations que nous avions sur Pirelli, c'est une belle entreprise, mais qui était assez endettée. Donc on s'interrogeait notamment sur à quel rythme vont-ils gérer ce désendettement qui n'est pas vital, mais qui est important, parce que c'est bien d'être un bel acteur, mais il faut voir en tant qu'actionnaire quelle est la solidité du bilan. Donc c'est toute cette problématique, vraiment, comme je le disais, de gouvernance qui parfois manquait un peu de clarté, qui en gagne à l'occasion de l'introduction en bourse, car la bourse vous confronte à des investisseurs qui sont curieux, qui font leur travail, et donc vous oblige à vous dévoiler et donc à faire des progrès aussi sur ce plan-là. Ok, donc une approche plutôt favorable sur Pirelli. Juste 2 mots, quand on voit arriver des sociétés beaucoup plus petites, sur des métiers beaucoup moins connus, comment on choisit d'y aller ou de ne pas y aller? Déjà, c'est une vraie question. Est-ce que nous nous interdisons certains dossiers? Chez Amundi, très clairement, notre métier, bien sûr, c'est de prendre des risques mesurés. Et donc, même si nous investissons en tant qu'actionnaires, donc conscients du risque de l'investissement en capital, il y a certains domaines dans lesquels nous ne voulons pas aller. Typiquement, nous ne faisons pas de capital risque. Nous ne sommes pas là, c'est le métier d'autres, mais nous ne sommes pas là pour mettre en risque, parce que comme son nom l'indique, c'est un risque extrême, bien sûr, avec un retour sur investissement qui peut aussi être extrême. Mais nous sommes là pour faire quelque chose de façon beaucoup plus diversifiée, de façon beaucoup plus mesurée. Donc, nous avons certains interdits de notre point de vue. Ce n'est pas pour dire à tous nos investisseurs, vous ne devez pas y aller, mais soyez conscients que nous ne faisons pas tout. Et après, une fois que vous avez bien qualifié votre investissement sur le type de risque, le type d'horizon, de visibilité, effectivement, là, tout a un prix. On revient toujours au problème du prix de l'introduction en bourse, qui est important et qui doit être raisonnable par rapport aux comparables cotés. Ok, bon, ben rendez-vous donc pour la prochaine introduction à la Bourse de Paris. Et pour l'instant, on passe au top et au flop de la semaine. Alors, le top de la semaine, eh bien, c'est DBV Technologies. C'est une société qui est entrée en bourse il y a 3-4 ans maintenant et qui a également été à la Bourse de New York. Et c'est un titre qui n'arrête pas de monter, plus de 12% de hausse depuis le début de l'année. C'est une société de biotechnologie. On attend sur cette société une autorisation de mise sur le marché de son principal produit de lutte contre l'allergie, contre l'arachide, ce qu'ils appellent le Viaskin. Et le marché mise beaucoup là-dessus. Et comme on peut le voir sur ce graphique, on a vraiment un cours qui n'arrête pas de s'envoler. Est-ce que, vous parliez de risque, est-ce qu'il faut, c'est assez spectaculaire, on a des cours qui sont régulièrement multipliés par 2, 3 ou 4. Est-ce qu'on peut jouer ce type de valeur en toute sérénité ou ça reste quand même très spéculatif? Il faut bien faire la part des choses. C'est comme lorsque vous construisez un portefeuille. Entre une société qui repose essentiellement sur 1, 2 ou 3 produits maximum, et donc dont l'avenir est en jeu autour de quelques succès très ponctuels, parfois des succès uniques, et qui peuvent produire des effets retentissants à la hausse comme à la baisse, et des groupes comme des portefeuilles plus diversifiés. Nous, notre culture, c'est de créer un portefeuille diversifié, investi dans des groupes qui eux-mêmes sont un minimum diversifiés. Donc nous allons plutôt privilégier en général des groupes pharmaceutiques qui disposent d'un certain nombre de brevets, d'un certain nombre de médicaments, plutôt que de prendre un risque trop concentré sur un seul produit, parfois 2, 3 maximum de certaines biotechnologies, dont nous louons les mérites, mais qui pour nous, là encore, sont plus souvent, comme je le disais tout à l'heure, plutôt du côté, parfois plus du capital risque presque, que de l'investissement de moyen long terme. Donc parce que là, sur DBV, on pense que si un accord pose une issue positive à la phase 3, donc l'autorisation pratiquement de mise sur le marché, beaucoup de gens pensent que le titre pourrait exploser quand même. Ah mais c'est évident qu'à partir du moment où vous avez un risque très concentré, le risque est une opportunité. Nous voyons souvent dans nos métiers le risque comme un mot à bannir. Nous
pour nous, le risque n'est pas un mot à bannir. Le risque est quelque chose à gérer parce qu'il est source d'opportunités. Donc, bien entendu, d'ailleurs, on a coutume de dire qu'il y a des risques à la hausse sans faire un oxymore. Donc, oui, ces groupes-là ont la capacité de générer d'énormes surprises haussières, mais aussi de produire d'énormes surprises tout court. Et c'est vrai que nous essayons d'avoir accès plutôt à des groupes pharmaceutiques qui sont un peu plus étoffés dans leur portefeuille, un peu plus diversifiés dans leur exposition, pour éviter cet effet de marge d'escalier haussière ou baissière. Je leur souhaite qu'elle soit haussière, mais qui ne satisfait pas toujours les critères d'investissement que nous imposons. Ok, parfait. On passe au flop, et là, effectivement, il y en a. Et là, il y a une marque d'escalier qui est plutôt désagréable. On va parler d'OL Group, l'Olympique le Lyonnais, qui est le seul club de foot aujourd'hui français coté en bourse. Et là, les nouvelles ne sont pas très bonnes. Voilà, on voit le graphique. Le graphique parle tout seul. Donc, le groupe a annoncé une baisse de 52% de son bénéfice. C'est une énorme déception. Et donc, effectivement, ça se voit sur le cours de bourse. Alors, on a l'impression, Romain, que finalement, les clubs de foot, on l'a vu à la Bourse de Londres, on a le Manchester United qui est coté. En Italie, on a également l'AS Roma, la Juventus de Turin. Le foot et la bourse, ça va ensemble ou là, c'est plutôt évité ? Alors, je ne veux pas faire de jugement de valeur sur est-ce que nous doit investir dans le business sportif. Est-ce qu'on peut aimer le foot et aller en bourse ? Alors, le problème, c'est, vous le dites bien, c'est est-ce qu'on aime ou pas. Et la vraie difficulté pour un investisseur, c'est toujours parmi les grandes recommandations que l'on formule lorsque l'on en parle avec nos clients, c'est attention, le plus grand risque pour un investisseur, c'est de tomber amoureux de son investissement. Donc, il faut savoir, j'ai envie de dire, sans mauvais jeu de mots, laisser un peu l'affectif au vestiaire, laisser tout ce qui est irrationnel de côté, et donc avoir cette capacité à analyser une opportunité d'investissement, un cas d'investissement pour ce qu'il est, quelle est la perspective de profitabilité de ces clubs-là. Et là encore, on va faire finalement un parallèle avec ce que l'on disait sur certains groupes de biotechnologie. Quand on repose sur un match, sur un joueur, sur un succès dans une compétition, pour nous, la part de l'aléa est souvent trop grande. Alors par contre, après, vous avez certains business sportifs qui sont plus diversifiés, ou d'ailleurs, en dépit des apparences, même si celui qui est médiatisé, c'est un joueur, en réalité, parfois les revenus viennent plus d'un stade, viennent plus d'infrastructures, et dans ce cas-là, c'est un petit peu différent. Là, il y a un stade, mais pour l'instant, comme il coûte cher, c'est lui qui explique, c'est la difficulté. En l'occurrence, la baisse. Il faut que cette infrastructure soit profitable. Absolument. Ok, on a plusieurs questions. Avant de passer au dossier, on a une question sur les crypto-monnaies. C'est pas prévu, mais c'est intéressant. Notamment, j'ai des bitcoins. Faut-il continuer d'investir dessus ou bien c'est une bulle qui finira par exploser prochainement ? Question. Est-ce qu'Amundi achète des bitcoins ? Non, nous ne sommes pas acheteurs de bitcoin, puisque là encore, nous nous imposons des critères assez stricts. Nous n'investissons que sur les marchés réglementés, organisés. Le problème des bitcoins, c'est que même si philosophiquement nous pouvons défendre la vertu d'un bitcoin, puisqu'il se présente comme étant quelque chose à la fois d'innovant et à la fois quelque chose qui essaie de contenir le développement de la masse monétaire, les mauvaises langues pourraient dire que nos banquiers centraux, en laissant tourner la planche à billets ces dernières années, ont pu peut-être favoriser le positionnement philosophique de ces bitcoins. Maintenant, ils nous posent un problème de fonctionnement. Ils ne sont pas, à l'heure où nous parlons, sur des marchés vraiment réglementés, vraiment encadrés, et c'est un critère pour nous incontournable en tant qu'investisseur. Trop spéculatif ? Je pense que spéculatif est un terme trop critique, alors que l'enjeu n'est pas de leur jeter une pierre. L'enjeu est de dire retrouver une place sur des marchés organisés. D'ailleurs, il y a eu une annonce intéressante d'une des banques d'investissement américaines qui dit je vais commencer à négocier des bitcoins, donc à essayer d'amener ces devises-là sur un marché plus organisé. C'est un secteur qui est très mal connu. On pourra peut-être faire une émission là-dessus. On a une autre question sur Twitter de Fred. Quand est-ce qu'on taxe sérieusement les transactions financières et surtout à l'aversement proportionnel de la durée de détention des actions. En gros, il voudrait j'imagine qu'il souhaiterait qu'on taxe fortement la spéculation et moins. En deux mots, quel est votre avis là-dessus ? Notre avis, c'est qu'effectivement, nous avons toujours été vigilants à ce que l'on mette la fiscalité, ce que l'on appelle à l'endroit. C'est-à-dire qu'effectivement, l'investisseur de long terme soit moins frappé que l'investisseur de court terme. Donc pour nous, c'est bien cette logique de fiscalité rationnelle qui est à l'œuvre aujourd'hui. Vous avez, et il est préservé aujourd'hui des cadres comme le PEA, qui sont des enveloppes fiscales qui vous imposent une durée de
détention longue de 5 ans et plus et qui, en retour, vous donne des avantages fiscaux on ne peut plus palpables en termes d'exonération de taxation. Donc, pour nous, cette fiscalité, elle doit être à l'endroit. Il semble qu'elle le soit de plus en plus et quelques pistes évoquées récemment vont dans ce sens-là. Donc, et par ailleurs, il y a déjà un certain nombre de taxes qui existent, notamment sur les transactions en France, comme vous le savez. D'accord, c'est pas la peine d'en faire trop. Il y en a déjà suffisamment. Okay. Allez, on passe au dossier de la semaine. Alors, je crois qu'on a un petit peu débordé sur le temps, on va aller plus vite. Le dossier de la semaine, eh bien, on voulait reparler du CAC 40, parce que finalement, depuis la rentrée de septembre, les cours n'arrêtent pas de monter. On est à 5370 points, on a pratiquement retrouvé les plus hauts du printemps. Et on parlait de fiscalité tout à l'heure, et on a pas mal d'internautes qui nous disent, mais finalement, puisqu'on est en train de taxer l'immobilier, comment est-ce que je peux faire concrètement pour passer sur les actions, sur le CAC 40? Est-ce que, par exemple, c'est une bonne idée de vendre de l'immobilier aujourd'hui, un CAC 40 pratiquement à 5400 points, pour le mettre sur des actions? Alors, je me permettrai deux remarques. La première, au risque de vous corriger, nous ne sommes pas proches des plus hauts, nous sommes sûrs des plus hauts. Parce que je pense que l'erreur que l'on fait tous souvent, c'est d'oublier qu'il y a le dividende qui a été accumulé. Or, aujourd'hui, le CAC 40, il n'est pas en hausse de 10%, mais bien de 14% si l'on inclut les dividendes qui ont été effectivement perçus par l'investisseur qui est investi dans le CAC 40. Donc, cela n'était pas vrai lors du dernier plus haut, au sens hors dividende publié dans la presse, souvent au quotidien, il y a quelques mois. Donc aujourd'hui, nous sommes bien sur les plus hauts de l'année. Pas les plus hauts de 2000, mais les plus hauts, les plus hauts de l'année, incontestablement, avec une hausse du coup de dividende inclus qui est plus proche de 14%. Deuxième remarque, vous venez d'effleurer le sujet, ce sont les plus hauts, mais ce ne sont pas non plus les plus hauts extravagants. Nous sommes en train de parler de plus hauts qui souvent avaient déjà été atteints sur des niveaux comparables dans un passé lointain et qui ne doit pas effrayer l'investisseur qui voudrait réallouer une partie de son patrimoine. Mais réallouer une partie, pour nous, ce qui est essentiel, c'est la diversification. Celui qui était tout immobilier, il a peut-être un rappel à l'ordre au travers de ces réformes fiscales pour lui indiquer que c'est peut-être dommage de ne pas diversifier. Celui qui n'a que comme immobilier sa résidence principale, ça nous paraît sage de la liquider pour n'investir qu'en bourse au risque de payer un impôt. On pense à quelqu'un qui a un patrimoine très déséquilibré vers l'immobilier, qui aurait peut-être besoin ou envie. Alors comment on s'y prend ? Pour nous, à partir du moment où effectivement vous respectez ces règles, vous voyez bien qu'effectivement la diversification justifie que vous alliez faire un peu plus de bourse, que le contexte économique le justifie, ce qui est notre conviction. Les taux sont très bas. Les actions montent, mais pour de bonnes raisons, parce que les profits progressent. Et donc aujourd'hui, il nous paraît justifié pour celui qui n'aurait pas encore initié ou de façon trop modeste, une exposition au marché actions. Il est encore grand temps de le faire, de préférence, bien entendu, en étant de surcroît aidé, accompagné par cette fiscalité, soit si la personne était soumise à des impôts comme ISF qui passe à l'IFI ou qui ouvrirait des enveloppes comme les PEA. Donc là, aujourd'hui, nous privilégions les actions de la zone euro. Non pas parce qu'elles sont éligibles au PEA, enveloppe fiscale avantageuse, mais parce qu'objectivement, la zone euro est la seule zone dans laquelle les grands groupes cotés n'ont toujours pas renoué, d'une part, avec les profits d'il y a 10 ans. Même au Japon, les grands groupes industriels ont retrouvé leur profitabilité d'il y a 10 ans. Ce n'est pas le cas en zone euro. Et deuxième argument qui nous paraît fort, si on devait patienter, le dividende est un des plus élevés en zone euro par rapport au reste du monde. Donc l'attente est très correctement rémunérée, toujours à plus de 3%. Et dans cette zone euro, le CAC 40 est évidemment dedans. La France, c'est un bon choix. On peut construire autour du CAC 40. Ce n'est pas une logique j'ai rien contre le patriotisme économique, bien au contraire. Mais quand on vous dit CAC 40, ce n'est pas pour dire allez, c'est bien d'investir chez nous. C'est parce qu'objectivement, le CAC 40 est un indice, il est vrai, assez bien diversifié. Par rapport à certains pays à qui il manque des valeurs pétrolières, des valeurs bancaires, pharmaceutiques, nous parlons de la pharmacie, vous avez certains pays qui n'ont aucun groupe pharmaceutique dans leur cote. En France, le CAC 40 a le mérite d'être un indice qui illustre le pays, l'état du pays, c'est-à-dire avec encore de beaux fleurons, aussi bien dans le monde pétrolier que dans le monde pharmaceutique, que dans le monde financier, que dans le monde de la consommation. Donc c'est un indice et un vivier tout à fait diversifié et intéressant. D'accord. On a une question sur comment faire l'analyse d'un marché par rapport au profit. Donc j'imagine que est-ce qu'on a une bonne dynamique de profit en ce moment? Alors la question, déjà, nous en profitons pour rappeler que pour nous, celui qui est dans le siège de conducteur, c'est bien la profitabilité. Ce n'est pas un spéculateur, ce n'est pas une idée de projection complètement aléatoire des cours de bourse. Nous sommes dans le camp de ceux, et c'est démontré dans la durée, même s'il peut y avoir des oscillations. Je prends souvent l'image de celui qui promène son chien. Il y a un peu de marge de manœuvre pour le chien, mais globalement, il va là où le maître
l'emmène. Et là, pour les profits, c'est pareil. Les profits dirigent les cours de bourse sur le moyen et le long terme. Et c'est cette dynamique bénéficiaire qui doit être surveillée et qui est bonne aujourd'hui, qui est bonne depuis maintenant 2 ans et qui devrait l'être encore pour les 2 prochaines années, qui justifie notre relatif optimisme sur le CAC 40 et sur les actions de la zone euro. Donc pas de spéculation, plutôt des fondamentaux qui sont assez solides et assez positifs. Allez, on termine sur le coup de cœur de la semaine, pardon. Eh bien, cette semaine, on avait envie de parler du pétrole, Romain, parce que on a eu toute une période de forte baisse des prix du pétrole. Et là, on a l'impression, depuis quelques semaines, c'est très, très récent, avec la rencontre cette semaine encore entre Poutine et le roi d'Arabie Saoudite pour essayer de maintenir les cours du pétrole à la hausse. Finalement, ça marche. On a un pétrole autour de 46 dollars le baril. Voilà, on voit une belle remontée depuis quelques semaines. Alors, il ne fallait absolument pas être présent sur les valeurs pétrolières depuis le début de l'année, mais quand on voit cette courbe qui remonte là, est-ce que ça donne envie aujourd'hui de revenir sur les valeurs pétrolières ? Nous revenons modestement, mais nous revenons, et nous sommes déjà revenus depuis un certain temps sur les valeurs pétrolières. Alors maintenant, attention, avec un argument qui est très précis, consistant à dire que rien ne doit être oublié à jamais, tant les financières que les pétrolières ont été les 2 secteurs malmenés ces dernières années. Mais aujourd'hui, pour des grands groupes, tant dans la sphère financière que pétrolière intégrée, bien construite, au bilan solide, et qui justement avaient des marges de manœuvre en baisse des coûts et qui les mettent en œuvre, il y a une opportunité d'investissement, car ça y est, les prix du pétrole pour nous devraient être stabilisés sur un niveau sensiblement plus bas, entre 50 et 60 dollars, mais ceux qui se sont mis en ordre de marche pour être profitables à ces niveaux-là doivent être regardés. Et il y a des grands groupes aujourd'hui, Total en fait partie, mais ce n'est pas seul, qui sont aujourd'hui armés pour travailler dans ce contexte-là. Ils ont montré aujourd'hui qu'ils avaient fait le travail de restructuration, d'économie de coûts, pour que demain, avec ces cours-là, ils puissent produire une profitabilité et payer leurs dividendes, justement. Alors effectivement, Total a d'ailleurs plutôt bien résisté. La valeur perd à peu près 2% depuis le début de l'année. C'est une belle résistance par rapport au secteur. Si on veut être un peu plus offensif en bourse, on parle beaucoup des groupes parapétroliers qui amplifient les mouvements du pétrole. Quelle est votre analyse là-dessus ? Vous l'avez bien résumé, nous sommes sur des choses qui sont quand même un petit peu plus risquées, parce qu'effectivement, ils vont amplifier le cycle pétrolier, parce que concrètement, quand un grand groupe pétrolier intégré fait des économies, il va couper en premier ces investissements-là, et donc le carnet de commandes de ces acteurs. Donc nous sommes plus réservés chez ces acteurs-là, parce que justement, ils sont les victimes de la meilleure gestion des grands groupes pétroliers, qui ont une démarche beaucoup plus frugale, beaucoup plus économe en dépenses de recherche et d'investissement. Donc c'est pour ça que nous préférons de loin les acteurs intégrés. C'est pas par aversion, c'est pas seulement par aversion au risque, c'est parce qu'objectivement le contexte actuel est plus favorable pour nous à l'acteur intégré qu'il n'est au groupe parapétrolier. Ok. Et puis pour Total, on a un bon rendement de plus de 5%. C'est toujours intéressant. On va terminer sur une question de Massil qui nous dit: est-ce que l'effritement de l'Espagne profitera au CAC 40 malgré l'onde de choc qui pourra faire tomber l'euro au plus bas ? C'est un peu, il y a beaucoup de choses là. Non, il est vrai que ce qui est le paradoxe, c'est que parfois on se réjouit de signes de crispation, d'affaiblissement de l'Europe, car effectivement, si la devise est affaiblie, ça peut rendre notre économie de la zone euro plus compétitive. Donc de ce point de vue-là, nous n'allons pas démentir qu'une baisse de l'euro est toujours une bonne nouvelle pour la bourse. Et c'est probablement une des raisons pour lesquelles la bourse, bien qu'ayant fait une très belle année à l'heure où nous parlons, n'est pas connue une hausse encore plus spectaculaire. Ça a été justement la hausse de l'euro. Donc de ce point de vue-là, nous avons toujours à l'esprit qu'une baisse de l'euro de 1%, c'est 0,5% de profit en moins dans les 12 mois qui suivent et inversement. Donc oui, la baisse de l'euro est une bonne nouvelle. Après, est-ce que nous croyons que ces secousses espagnoles vont produire des détonations beaucoup plus profondes et menacer les performances boursières de l'année ? Non, ce n'est pas notre conviction. Il y a des inquiétudes, mais pour nous, à ce stade, ne justifiant pas de prendre ces profits. Ok, eh bien merci Romain, merci à vous tous d'avoir participé à cette émission et je vous dis donc à la semaine prochaine pour une prochaine émission de Cap sur la Bourse. Merci, au revoir.